Road to the IPO, les podcasts des entrepreneurs aguerris. Aujourd'hui, je suis chez MDEX Co avec Brenda Garcia. Bonjour, Comment ça va? Ça va bien, Hugo. Merci beaucoup de m'avoir aujourd'hui à ton émission. C'est un plaisir pour moi de participer. Oui, en fait, parle-moi un peu de toi, Brenda. Oui, alors moi, je suis conseillère internationale auprès de Dr. Bach Nguyen à MDEX Co. Oui. Donc j'ai le plaisir de côtoyer tout un avant-gardiste, tout un entrepreneur tel que Dr. Bach. C'est vraiment un honneur pour moi de travailler dans cette entreprise-là avec lui. Parfait. Ouais. Et toi, toi, tu viens du Mexique, n'est-ce pas? Absolument. Comment est-ce que tu es arrivé aussi au Canada pour travailler chez MDEX? Oh, alors moi, c'est une longue histoire. Je suis arrivée à Montréal depuis toute petite, donc je peux dire que je suis fièrement montréalaise aussi. OK. Donc j'ai grandi ici, j'ai eu un parcours un peu, bon je suis partie en France un petit peu étudier, Okay. J'avais fait mes études à McGill, je suis repartie en France, j'ai fait plein d'allers-retours et puis c'était mon job étudiant qui m'a permis de connaître Dr. Bach. Je travaillais comme réceptionniste à la clinique dentaire MDEX, tout a commencé comme ça. Et puis de fil en aiguille on a commencé à discuter de plus en plus profondément et puis soudainement je me suis retrouvée comme conseillère internationale à travailler sur des dossiers qui requéraient justement des partenariats avec d'autres pays, avec des investisseurs étrangers. C'était des dossiers qui étaient de plus en plus pertinents parce que la compagnie était en expansion, c'était vraiment quelque chose de très grand. Et puis soudainement me voilà. Ça a été quoi ton plus grand défi chez MDEX? Je pense que ça a été, au début, c'était la rapidité d'adaptation. Il fallait vraiment être proactif, il fallait être ouvert, efficace et toujours ne pas avoir peur de se laisser surprendre en fait. Parce que dans une compagnie comme MDEX, qui est en pleine croissance, en pleine effervescence, c'est important de réagir rapidement, d'être proactif. Et ça, j'avoue qu'au début, c'était déstabilisant pour une fraîchement graduée qui ne savait pas trop encore où est-ce qu'elle s'en allait dans la vie. Mais ça a été aussi une de mes plus belles, disons, découvertes dans cette entreprise. Et qu'est-ce qui te fascine de Dr. Bach? Oh, alors, par où commencer? J'en aurais pour la journée si je commence à parler de ça. Mais je pense que d'abord et avant tout, c'est sa versatilité, sa polyvalence. Parce qu'on l'a vu, c'est non seulement un dentiste, c'est aussi un entrepreneur aguerri, c'est aussi un auteur, c'est un conférencier, c'est un penseur, c'est un philosophe. Donc c'est toute cette facette de sa personnalité qui devient, en fait, ce qui fait de lui un homme si complexe et à la fois tellement accessible, tellement humble, tellement généreux. Donc ça en fait quelqu'un qui est très inspirant. Moi, il ne faut pas oublier qu'il est dentiste aussi. Absolument. Ça c'est vrai qu'on l'oublie parfois, mais c'est de là que lui vient peut-être aussi son humanité. Le fait qu'il travaille auprès des patients également, ça lui a, disons, fait développer son sens de l'empathie, le fait de toujours penser aux besoins des autres. Puis là, je pense que tu t'en vas vers de nouveaux défis, n'est-ce pas? Oh oui, effectivement. Mon expérience à MDEX tire à sa fin. Dans le fond, je tire ma révérence, comme on dit. Ça a été une magnifique aventure. Je sais que la vie va me mener vers d'autres horizons, mais je sais que, dans le fond, comme j'avais parlé à Dr. Bach aussi récemment, je lui avais dit comme quoi, éventuellement, même si la vie me mène vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles aventures, je vais toujours me rappeler de sa voix. Lors des difficultés, je vais me rappeler de lui qui me dit « Brenda, écoute, sois ouverte. Je sais que tu as toujours un joker dans ta poche que tu peux sortir pour faire tourner la situation à ton avantage. » Donc, à chaque fois, je vais me rappeler de lui, de son inspiration, de son impact qu'il a eu sur mon apprentissage. Ça a été et c'est encore mon mentor. Donc, je pense que ça va m'aider aussi pour mon futur, le fait de garder cette image de lui constamment comme ça. Parfait. Et pour introduire Dr. Bach au podcast, quelle phrase tu voulais dire? Quelle est la phrase qui décrit le mieux Dr. Bach? Oh là là, quelle bonne question. Alors, tout le monde connaît sa phrase fétiche qui est on change le monde à partir d'une chaise dentaire, n'est-ce pas? Moi, je pense que au-delà de ça, comment je pourrais le décrire? J'avoue que ça, c'est une bonne question, tu m'as posé un piège. Mais moi, je dirais que Dr. Bach, il change le monde, effectivement. Non seulement à partir d'une chaise dentaire, mais aussi à partir de sa plume, à partir de sa voix qu'il porte, de son humanité, de son empathie. Dr. Bach change le monde et il le fait avec l'ensemble de sa personne, à travers tous ses atouts, et pas seulement la chaise dentaire. Ça, je tiens à le souligner. Wow, quelle belle introduction. Puis là, on va introduire Dr. Bach. Merci, Brenda. Ça fait plaisir. Et bonne chance dans tous tes travaux, dans tous tes projets futurs. J'apprécie aussi. Merci infiniment, Hugo. C'était un plaisir. Et puis, j'espère vous recroiser tous très bientôt. Bien sûr. En ce moment, je suis avec Dr. Bach. Enchanté, Dr. Bach. Hey, Hugo. Toujours un plaisir. Merci. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. C'est la fin de la semaine.
Ouais. Dernière chose à faire avant le week-end, puis ça va toujours bien le vendredi soir. Hein. Juste avant que tu viennes dans le podcast, j'ai passé Brenda qui travaille avec toi, puis elle a eu des très beaux mots à dire sur ton sujet. Pas Brenda, j'espère. Brenda. Pas croire ce qu'elle dit, elle me déteste. Hey, Dr. pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais t'introduire? Ouais, on m'appelle Bac. Oui. Quand je soigne les gens, puis je porte un cerveau, on m'appelle Dr. Bac. Puis tranquillement, ça m'est resté à la peau. Les gens me disent pourquoi on vous appelle docteur alors que vous ne portez pas de cerveau. C'est que ça me rappelle que je dois mettre vos intérêts avant les miens. Okay. C'est une joke. Finalement, c'est devenu quelque chose de hey, c'est bon. Ouais. Ça prend bien. Puis, Dr. Bach, tu sais que tu as plusieurs titres. Tu es entrepreneur, auteur, visionnaire. Mais on va parler en fait des dentistes. Pourquoi est-ce que tu as cherché des dentistes? Quelle est la façon, pourquoi est-ce que tu es devenu dentiste en fait? T'as pris le pire sujet. Si vous regardez, j'ai la peau jaune, je suis immigrant, je suis né ici. Mm-hmm. Mes parents sont arrivés comme tout immigrant avec rien dans les mains. Fait que j'ai pas voulu de dentiste. Je l'ai fait parce que mes parents voulaient que je sois. Okay. Et absolument, j'ai une tête dure, mais quand il a fallu arriver à faire mon choix de carrière, j'ai plié. Okay. Le plus drôle, c'est quand j'ai gradué, puis je m'ennuyais à l'école. Ça n'a pas toujours été facile, mais je m'ennuyais, puis j'ai produit un film indépendant. Okay. En 97, il n'y avait pas de caméra aussi facile qu'aujourd'hui, puis de smartphone, ça c'était pas fait. Tourner un film, c'était gros. Oui. Mais quand j'ai gradué, j'étais le premier étudiant de l'Université de Montréal à avoir rendu un film indépendant pendant mes études. Ils ont fait tout le cinéma, alors que moi j'étais en médecine dentaire. Ah ouais? Fait que c'est ce que j'ai dû faire pour me désennuyer. Maintenant, voici la belle histoire, c'est j'ai travaillé très très fort pour ce diplôme. Et quand je l'ai eu, j'ai fait comme dans les films. J'ai dit, tu aurais toute ta vie, tu vas avoir un diplôme, tu sais, je te le donne. Et puis, je suis parti à Hollywood pour voir quelles étaient les opportunités. Oui. Longue histoire, finalement, dans les choix, j'ai manqué de courage. J'ai manqué de fonds aussi. Et puis, je n'ai jamais été à Hollywood. Finalement, je suis décidé de rester au Québec à devenir dentiste. Et la principale raison, c'est que je manquais de sport. Et je venais de sortir de l'université, j'avais des dettes d'étudiants, j'avais des dettes de films. Et puis là, on m'a demandé d'investir encore plus pour étudier. Parce que quand on commence à l'école, on veut maîtriser. Et j'avais une entrée au American Film Institute, et j'allais en tant que diplomate. J'étais hautement référé. Et à la dernière minute, je me dis, il me manquait un peu de sport, je n'avais nulle part. L'ironie, c'est que je suis resté à Montréal et je me suis doté encore plus pour ouvrir le premier index. Maintenant, voici la belle histoire, c'est qu'en les deux, avant de partir, j'ai remis mon diplôme à mon père, il dit, tiens, tu as rêvé à ça toute ta vie, tu as tout sacrifié pour qu'on puisse l'avoir. On est 3 enfants, en plus je suis plus âgé, fait que si moi j'ai réussi, les autres avaient une chance de réussir, si moi j'ai échoué, c'est comme, ça c'était un mauvais précédent. Mais le plus drôle, c'est qu'aujourd'hui, que je suis un dentiste qui a réussi, je suis un dentiste qui est aimé. Tout ce que j'ai comme diplôme, c'est des photocopies, parce que mon père a perdu mon diplôme original. Wow. C'est vraiment une scène de film, mais c'est vraiment une scène de film. Mais c'est vrai, si on fait le tour, puis vous pouvez vérifier, je suis legit. je suis un membre en règle, mais tout ce que j'ai, c'est des photocopies et des diplômes de métal, parce que mon vrai diplôme, même si je le recommanderais, ce serait marqué duplicata dessus. Mon père a perdu mon doctorat. Après ça, mes frères et sœurs qui ont gradué, ils ont vu, ils n'ont jamais donné de diplôme à mon père, ils l'ont toujours gardé. Ils l'ont tout gardé. Il y a une chose vraiment intéressante, Dr. Bach, c'est que, tu sais, on se connaît quand même, tu étais dans plusieurs événements, on s'est connus avant de faire notre entrevue. Puis une fois, tu m'as dit que tu étais au bord de la faillite. Puis avec Index et tout ça, puis tu t'es regardé, je pense, dans son miroir, puis tu te dis, il faut que je le fasse. Est-ce que c'est quelque chose comme ça? Je me suis regardé dans le miroir, c'est wow, t'es vraiment beau. Non, vraiment, ce qui est arrivé, c'est que j'apprends l'histoire, c'est qu'après avoir quitté Hollywood, et puis je reviens ici, je m'en aide encore plus pour créer le premier Index. Le problème, c'est que mon corps était ici, mais mon cœur est resté à Hollywood à regretter ce que j'aurais pu devenir. Et puis, on a recréé la médecine dentaire parce que j'avais beaucoup à peine à pas réussir. Parce que ce qui est arrivé, c'est que j'ai créé le premier index et on était très naïf et un peu arrogant aussi. Le slogan de l'index dans le temps, c'était la santé repensée. On voulait vraiment réinventer la roue,
Mais étant un étudiant moyen, presque mauvais à l'école, parce que je passais mon temps à diriger des films plutôt qu'à être à l'école, ce qui m'avait sauvé, c'est mon empathie et ma collection de livres de passion. J'avais ce côté-là à donner, mais pour le reste, qu'est-ce que j'en savais moi, pour recréer la profession? Et qu'au bout de la première année, là vous allez rire, mais j'ai fait, à l'intérieur de la première année de facturation, autant qu'aujourd'hui je pourrais faire en journée. Ah oui. C'est vrai qu'aujourd'hui je suis très, très productif, OK. mais ça vous dit à quel point c'était dur. Oui. Ce qui est arrivé, c'est que j'avais moins de 10 000 $ en compte, et puis mon burning rate était de 3 fois ça par mois. OK. 3 ou 2, je ne sais plus, mais c'était plus que ce que j'étais capable de me permettre pour faire l'autre mois. Et je suis allé dans le miroir, je me suis dit, si j'échoue ici, ma carrière de cinéaste est partie. Oui. Parce qu'on pardonne. Ben, j'avais perdu trop de terrain déjà. Ma carrière de financier est finie. Faites une fois, on ne vous fait plus jamais confiance. Même si on dit qu'on vous pardonne. Et ma carrière de dentiste, le trauma c'est trop grand pour que je puisse la surmonter. Dans le fond, tout ce que j'essaie de préserver, je l'aurais perdu d'un coup. OK. Et ça, je crois que c'est une belle leçon d'humilité puis une leçon pour tout entrepreneur. Je me disais miroir puis je disais, OK, j'arrête de regretter, j'arrête de vivre dans ce que je n'ai plus. Ouais. À partir de maintenant, j'ai décidé d'être dentiste. Je vais être dentiste pour les 10 prochaines années, peu importe ce qui arrive. Et j'ai pris tout ce que j'avais en moi, puis je me disais, qu'est-ce que je peux faire pour devenir un bon dentiste? L'histoire va nous prouver, sur une espace de 2 mois, on a fait à 360 degrés, et la courbe a monté. Je me dis, 180 degrés. Ça, elle a fait 180 degrés, et la courbe a complètement monté, puis on n'est jamais rien en arrière. Okay. Aujourd'hui, MDEX est une des, je pourrais dire, des fleurons de l'industrie. Oui. Quand je dis un fleuron, c'est qu'on a commencé étant une clinique, à devenir une super clinique, à devenir une clinique d'esthétique. Oui. Aujourd'hui, on devient un nouveau modèle économique pour la médecine dentaire. OK. Il y a encore des choses à faire, encore des choses qu'on projette et qu'on est à réaliser. Mais ce que je vous dis, on est en train de le faire à ce point-ci. Et on a de plus en plus l'attention de plusieurs industries. Parce que quand on change le modèle économique d'une profession, c'est pas seulement les dentistes et les patients qu'on doit parler, on doit parler aussi de l'industrie de la finance, l'industrie du droit, l'industrie de la comptabilité, et tous les gens qui entourent la médecine dentaire doivent être au courant de ce nouveau modèle. On est au cœur de ça à ce point-ci. J'ai beaucoup d'attention, j'ai commencé à écrire des livres justement parce que je devais prendre la scène. Ça m'a mené à faire des choses folles. J'aurais jamais cru que je serais normalement devant une caméra à parler. Moi, je suis un paresseux. Moi, si je peux payer quelqu'un à faire mon travail, je le ferai. Finalement, j'ai dû prendre la scène, j'ai écrit 15 livres, puis ce matin même, j'ai fini mon 15e livre en 15 mois. On va écrire un record Guinness à ce point-ci. Ça peut être fou. Ça peut être fou quand on accepte sa destinée. Puis, je pourrais revenir à l'histoire de dire, la journée que j'ai décidé de devenir dentiste, tout a changé. Tout a changé parce que j'ai pris tout ce que j'avais, puis j'ai commencé à avancer dans la bonne direction. OK, wow. Puis là, ça fait plus de 10 ans, là. T'avais dit pendant les... en fait, je suis pas très bon en maths, malgré que je suis un génie de finance. Je m'étais signé un contrat de 10 ans, de mois à mois, incluant la première année que j'avais passé en enfer. Je commence ma 6e année en tant que dentiste aujourd'hui. Ça, c'est ma 6e année chez MDEX. En tant que dentiste, je pense que je touche les 20 bientôt. Ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps à remonter tranquillement la pente. Mais au moins, aujourd'hui, on m'appelle Dr. Bach, je me retourne, puis je suis bien dans ma peau. Je suis bien dans ma peau, puis je crois que si on fait une récapitulative de tout ça, ce que la dentisterie m'a apporté, c'est vraiment le sens de l'humilité. Le sens où on trouve sa valeur à servir les autres. Et drôle à dire, jusqu'à ce point-là, on m'a toujours, moi, étiqueté du fait que j'étais arrogant. Ah oui? Et je comprenais pas, parce que j'étais juste moi. Mais l'arrogance venait du fait que j'avais confiance. Parce qu'on m'a fait confiance non seulement avec l'argent, on m'a fait confiance avec un diplôme, mais on m'a fait confiance avec leur santé. Et ça, à chaque jour. Aujourd'hui, je peux voir jusqu'à 40 patients par jour. Imagine si ce serait raciste, mes journées seraient longues. C'est vrai. Le message que j'envoie ici, c'est à tout entrepreneur, à tout immigrant, à toute personne. Normalement, là, soyez vous-même, trouvez vos talents et mettez vos talents au service des autres. Vous allez voir à quel point la vie va être belle, va être généreuse et va vous aller beaucoup plus loin que vous pensez. D'ailleurs, on s'est rencontrés là-dessus aussi il y a ça 1 an. Là. Ben non, pas encore. Il y a ça 8 mois. 8 mois, oui. J'ai commencé à dire que je vais dire oui à tout.
ou presque. Oui. Les seules décisions économiques, parce que je ne suis pas fou non plus, Ok. c'est ma conjointe et ma partenaire qui oui. les prend. Mais c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, c'est comme ça qu'on est devenus amis. C'est vrai, tout à Tu fait. sais, avant, vous savez, un CEO puis un dentiste, puis je suis de nature snob un peu. Ouais. Ok, on s'élègue. Après 40 ans, je me dis, c'est quelque chose qui marche pas. On dirait que je vois toujours les mêmes genres, je fais toujours la même chose, puis je fais toujours les mêmes erreurs. Oui. Et j'ai commencé à dire, qu'est-ce qui arrive si je suis comme mes patients, j'arrêterai de juger. Mais eux, ils ont sélectionné. Ok. Moi, j'ai compris arrêter de juger. Et à dire oui à tout, depuis 8 mois, les gens disent que t'es fou, tu vas pas être capable. Ça t'a pas aidé du bien que ça peut faire. Parce qu'arrêter de juger les autres, de un, j'ai rencontré des gens que j'aurais jamais rencontrés en temps normal. Oui. Et de deux, ce que j'ai remarqué, c'est si je juge pas les autres, là, pour quelle raison je continue à me juger? C'est vrai. Oh, la vie était belle, là. La vie est légère, c'est beaucoup simple. Je sais pas que ma vie est parfaite, là, mais beaucoup moins compliquée qu'avant. Ok. Et c'est ça que ça m'a apporté. Maintenant, ce que je peux dire, c'est il me reste encore 4 mois à finir. Oui. Je vais les faire. Parce que ça, je sais pas que je vais continuer à dire oui à tout, c'est trop fun. J'ai vraiment fait un reset de mon être. Mais avoir dit oui à tout m'a donné une chose. Vous savez, le préjugé qu'on a, surtout si on est très... on est brillant. La plupart du temps, on arrive à analyser les autres sans avoir besoin de leur toucher, de leur parler. Puis on appelle ça un préjugé. Je me suis rendu compte que tous mes préjugés là, étaient toujours vrais. Ok. Même si je disais oui. Mais voici la beauté de la chose. C'est juste 10% d'une personne. Il reste encore 90% à découvrir. Et malgré que j'avais raison en préjugé sur 10%, Ok. j'aurais manqué le gros de la personne. 90%. 90%. Puis de temps en temps, on se trompe. Oui. Mais même quand on faisait de la sélection, on se trompait. J'ai une compagnie, j'en beau, j'ai beaucoup d'amis, j'ai rencontré des gens. Je me sens du coup de dire, mon taux d'erreur est égal des deux côtés. Ok. Sauf qu'un côté, je m'assure de jamais pouvoir rencontrer d'autres gens que ceux que j'ai. Je rentre dans mon critère de sélection, puis je peux me tromper encore. Oui. De l'autre côté, je dis, hey, je peux rencontrer une nouvelle personne. C'est vrai. C'est une chose à essayer. Je dirais à tous ceux d'entre vous là, qui sont assez confiants dans leur vie pour dire, OK, pour 12 mois, vous faites 12 mois, ne posez pas de questions, là, sauf les décisions financières que ce serait bien de vous protéger. Vous commencez à dire oui à presque tout ce qu'on vous demande. Puis quand vous ne dites pas oui, trouvez une façon de dire oui quand même, mais de façon de... Je peux comprendre qu'on ne peut pas dire oui à tout. Vous n'avez pas idée à quel point ça fait du bien, que ça fait grandir. Oui. Puis, regardez-moi, je suis passé de dentiste à entrepreneur, puis ça, c'était déjà fait. Je suis un conférencier, je suis un auteur. Je viens d'inscrire un record que je vais essayer d'avoir saisi par le record Guinness. Ok. Puis l'année n'est pas finie. L'année n'est pas encore finie. L'année n'est pas finie. Et je suis encore dentiste. Tu sais, pour ceux qui nous regardent, prenons un entrepreneur qui est vraiment sur les bords. Tu sais, comme toi avant, qui est sur les bords de la faillite ou tout ça. Qu'est-ce que tu peux lui dire pour qu'il prenne une décision? Ça vient d'où cette décision? Comme toi, ça venait vraiment des. Tu dis, je le fais, mais c'est quelqu'un qui regarde ça, puis comme, ok, moi, ça va mal, puis tout ça. Ok, si on sait que si on est au bord de la faillite, le temps est très important. Okay. Le temps du contenu. Puis la pire chose à dire, c'est parce que. La seule chose sur laquelle on a un pouvoir de changer, c'est sur nous-mêmes. Ok. Fait même si la personne n'aurait que 5% de responsabilité, mais s'il est capable de voir ce 5% et de le changer, il y a encore une chance. C'est ce qui est arrivé chez moi. Je veux dire, logiquement et mathématiquement parlant, il me restait moins de mois de survie. Ok. C'est pas ma faute. Je suis là tous les jours, les patients ne se pointent pas. C'est de la fausse marketing, c'est la faute de... On peut dire ce qu'on veut. La vibe était mauvaise. Okay. Et la vibe, c'est moi qui l'ai créé. La journée, je dis, je vais devenir dentiste. Ben, les peu de patients que j'ai vus, ils m'ont dit, waouh, je vous aime, doc. Waouh, est-ce que je vous préviens de ma famille? Les gens que j'ai rencontrés, oui, j'ai dû emprunter encore, mais j'étais voir la banque, je disais, ok, je suis dans le trou, j'ai besoin qu'on me donne un peu de temps pour survivre, et voici ce qu'on a fait. L'attitude que j'avais, si j'avais l'attitude de dire, calme, c'est un honnête travailleur, c'est quelqu'un qui a besoin de temps, puis ce qu'il pouvait faire, ils l'ont fait. Ouais. Et j'ai acheté du temps. Entre les deux, j'ai fait que chacun de mes patients que j'ai vus commençait à m'aimer. Ok. Puis on dit toujours, faites attention au mot aimer. Non. Moi, les dents m'intéressent toujours pas aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est l'âme de quelqu'un. Ok. Mais là, mon âme était disponible. Jusqu'à ce point-là, mon âme n'était pas disponible. J'étais en regret. Les gens, ils me regardent, ils disent, trop de dentiste, je comprends pas ce qu'il fait, mais on dirait qu'il n'a pas la tête là.
Ça envoie un message clair. C'est vrai, ça. Fait que ça, c'était mon histoire. Pour tous les entrepreneurs qu'on dit, chaque entrepreneur qui fait quelque chose de nouveau ne sait pas ce qu'il fait. Ouais. Ça, c'est simple. La personne ne sait pas ce qu'il fait, il apprend. Mais s'il est disponible et il est conscient, chaque étape qu'il fait, autant de succès qu'une erreur, il va apprendre. Mais si on n'est pas là, fait que nos succès, c'est quand même juste une chance. Oui. Mais quand le succès sera plus là, on n'aura rien appris. Et nos échecs, ça va arriver aussi. Les staffs vont nous dire que ça va arriver. Puis si on a appris de ça, chaque échec nous aura coûté moins cher parce qu'on ne risque pas de le refaire 2 fois. C'est vrai. Mais d'être borné de dire c'est la faute d'eux, puis c'est toujours la faute des autres, ou c'est parce que on vient de se garantir l'échec. Le pire, ça va faire un mur de trauma. Et soit qu'on ne reprendra jamais l'entrepreneuriat, ou soit si on le reprend, on risque de faire la même erreur. La deuxième fois, c'est encore la faute d'eux. C'est vrai. Et normalement, les gens n'ont pas la chance qu'à 3 ou 4 fois en entrepreneuriat. Donc on arrête ça. Le gros de l'affaire, c'est une chose. Entrepreneur, vous êtes un patron. Regardez dans le miroir, trouvez votre part de responsabilité, là, corrigez-la. Puis quand vous ne trouvez pas de part de responsabilité, trouvez quand même quelque chose que vous êtes capable d'améliorer parce que le temps que vous avez perdu à regarder dans le miroir, faisant quelque chose. Ok, cool. Puis parle-moi de tes livres. T'es auteur, puis aujourd'hui, au 30 novembre 2018, c'est le matin même, tu as fini ton 15e livre. Donc là, t'as déjà appliqué pour le record Guinness. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est que j'écris des livres. Oui. J'ai commencé en septembre l'année dernière. Et j'ai commencé parce qu'on m'a proposé d'aller sur scène parler du concept d'Umdex. Ok. C'est cool. Mais le problème qui se présentait, c'est on m'a dit tu ne parles pas des dentistes, tu vas parler à des hommes d'affaires. Ok. Des gens, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. Et c'est de la relève. Et tu n'as pas besoin de leur dire beaucoup de choses. Parle juste de ton passé. Qu'est-ce qui t'a rendu à devenir entrepreneur? Et juste ça devrait les inspirer. Cool. Puis je suis quelqu'un qui, absolument, si je dis quelque chose, je vais le faire. Ok, oui. Mais ce qui est arrivé, c'est que, une longue histoire très très courte, on m'a dit, au bout d'un mois, en passant sur parler sur scène à Toronto, et le français c'est ma langue primaire, Oui. après Michelle Obama. Ah, wow. Pardon? Et je me suis déjà engagé, je ne pouvais pas m'en tirer, mais la personne me regardait et là, il était crampé. Là. Mais il dit non. Puis ce qu'il m'a dit, c'est just take a beer, you're gonna nail it, bro. Okay. I heard you talk. Oui. Hey. Ok, non, mais ça passait pas. Fait. Là, il a eu pitié, il dit regarde, si tu as vraiment besoin, va prendre une bière. Ok. Va regarder quelques TED Talks. Ok. Écris-en 1 ou 2 sur ta propre carrière. Oui. Et je te dirai lequel est le meilleur. Ok. Pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment pris quelque chose de sérieux parce que Michelle Obama m'a vraiment fait peur. Après Michelle Obama, les gens se lèvent et quittent. On ne peut pas gagner celle-là. Je suis retourné à la maison. Je regardais pas les TED Talks. J'ai commencé à fouiller. Je suis tombé sur c'est même pas un TED Talk, c'est un Goldcast vidéo qui était sur Make Your Bed, sur l'amiral William McRaven qui l'a fait. Puis il dit fais ton lit, puis il y a un super speech. Oui, fais ton lit. Oui. Ben, ce qui est arrivé, c'est que je l'ai écouté, puis je l'ai réécouté, et je l'ai réécouté. Finalement, c'était devenu mon cri de ralliement. Ok. Puis si aujourd'hui j'ai écrit, c'est grâce à l'amiral McRaven. J'ai commencé à écrire. Puis j'ai vu un de mes amis, on est deux, qui est un cinéaste primé. Il me dit, je dis, hey, je suis en train d'écrire sur ma vie. Il dit, ouais, c'était pas un peu jeune. Puis sur ma chaise de dentiste, c'était pas un peu jeune. Il dit, ah, non, attends un peu. C'est vrai que depuis qu'on se connaît, puis ça faisait tout 10 ans que je le connaissais, t'as toujours des idées folles, toi. Mais sais-tu, ben quoi, si tu écris sur tes succès, là, ça paraît arrogant, puis c'est pas intéressant. Okay. Écris sur tes échecs. Wow. Là, il a ouvert une porte dans mon esprit, là. Avant, on essaie d'écrire, on essaie de bien paraître, n'est-ce pas? Oui. Puis j'avais un chapitre 2 max. Quand il fallait parler de mes échecs, oh, ça sortait de ça. C'était presque thérapeutique. Fait qu'au bout de 2 semaines, j'avais accumulé 21 TED Talks sur mon passé, parlant du vers de mes aventures, ce que j'ai appris de mes échecs. Ouais. Tous en anglais, parce que j'écris comme je me voyais parler sur scène, puis je devais me pratiquer. Et c'est 21 chapitres autoportants. Par contre, le lien directeur, c'était quand même moi. Okay. Ça me permettait aussi, parce que j'avais des inspirations qui venaient aux journalières, j'ai pas fait une histoire chronologique. Okay. J'ai parlé de concepts, et après ça, je me suis pris comme exemple. Oui. Je venais d'écrire mon premier livre, ma première biographie,
Et j'étais un peu conscient. Après 2 semaines, je savais ce que je faisais. J'ai ajouté une introduction puis une conclusion. Et boum, je viens d'écrire ma biographie / manuel d'affaires. Je vais retourner voir le producteur, puis je dis, regarde, lequel tu veux? Il y en a 21 à choisir. Au début, il pensait que c'était une farce. Il regarde, wow, c'était vraiment fait! Puis vraiment, il a changé de visage. Puis là, il me dit, là, j'ai quelque chose à te dire. Ton tour ne fonctionnera pas. Parce que c'était trop près du Thanksgiving américain. Mais on a essayé, on a essayé Madame Obama pour Paris, en mars. Fait que t'as plus de temps, tu peux même parler en français. Je viens de finir. Et le problème qui se pose à ce point-ci, c'est que je suis quelqu'un qui est très. Qui n'est pas dans ma bouche. Je suis quelqu'un qui est aussi très verbal. Fait que la gratitude, c'est quelque chose qui a toujours été très important pour moi. Et j'ai toujours été très reconnaissant envers le Québec, la culture française, qui m'a éduqué, qui m'a accepté. On peut dire qu'on vit dans le Canada, qui est réel dans les cours, mais les gens que je côtoie chaque jour sont des francophones. C'est eux qui m'ont éduqué, c'est eux. Fait que pour moi, la gratitude est importante. Là, je dis, oh non. Je suis d'accord, un de ces immigrants, là, que dès qu'il réussit, va parler en anglais, puis tourne le dos au Québec français. Puis les gens seraient frustrés et à raison. Mon professeur, moi, on se rend tous les deux, là, puis il sourit. Le mot qui sort vraiment, c'est tabarnak. Puis je sac jamais, je suis pas quelqu'un qui sac. Mais je dois te comprendre. Je vais devoir réécrire mon livre en français. Et un traducteur ne marchera pas. Faut parler à un paresseux, là. Faire un travail 2 fois. Là, je rentre à la maison, puis lui, il était crampé. Là. Il était mort de rire. Je rentre à la maison, puis je dis, OK, qu'est-ce que je fais? Puis j'ai encore pas sûr de le faire. Puis je vais absolument finir mon premier livre dans 1 mois. Je crois que c'est une belle histoire à raconter. Puis pour moi, anglais et français, c'est la même chose. Fait que je me suis fouetté, mais jusqu'au sang, à réécrire mon livre en anglais, que j'ai d'écrire en 2 semaines, en français. 2 semaines et 6 heures plus tard, je peux dire que c'était mission accomplie, mais j'avais plus de peau dans le dos. Maintenant, je peux vous dire que j'ai écrit mon livre dans 2 langues, à l'intérieur d'1 mois, et j'ai fait une maîtrise de langue, parce que je sais absolument maintenant c'est quoi la différence entre l'anglais et le français. T'as fait une maîtrise de langue. J'ai pas fait une maîtrise de langue, mais c'est ce que j'ai passé comme temps dessus. C'est fou. Là. Absolument, j'ai un plaisir à écrire, sauf que quand je vais faire un travail 2 fois. Fait que plus jamais. Plus jamais. Mais vous donnez une idée, le livre en anglais avait 25 000 mots. Le livre en français en a 35 000. Je me suis laissé aller, j'ai continué à aller, mais le français prend plus de mots. Et une des choses que j'ai appris, c'est qu'en anglais, vu que j'ai peut-être un vocabulaire plus limité, ben un mot prend plusieurs significations. Qui fait en sorte qu'on arrive avec peu de mots à exprimer une idée. Et qu'on martèle. Puis dans les discours, j'ai inspiré beaucoup du discours de la Mary McGravin, j'avais une marche comme discours. Fait que dans mes histoires, ça avançait, on voyait des rythmes. En français, on peut pas faire ça. Ça prend toujours plus de mots. Fait que ça coupe le rythme. Puis pour être capable d'arriver à la même chose, il fallait que je valse. C'est ma façon de le dire. Et j'ai dû prendre, pour arriver à quelque chose de similaire au niveau de la sensation, beaucoup d'images, beaucoup de métaphores. Fait que en anglais, on parle avec peu de métaphores. En anglais, c'est ça que j'ai dû prendre. Et après, j'ai continué à écrire. Et ce qui est arrivé, c'est que j'ai gardé le style métaphorique et je l'ai ramené en anglais. Aujourd'hui, mon écriture est, je peux pas dire unique, mais elle a une touche vraiment particulière parce qu'elle est teintée de la convergence de ma connaissance des 2 langues. Puis aujourd'hui, je pourrais dire que, comme un auteur qui écrit en anglais, très rares sont les gens qui écrivent en affaires, avec beaucoup d'images et un style pas juste martelé, mais des fois balsant aussi, qui permet d'avoir un répit. Un répit de... Parce que toujours faire des marches, ça devient épuisant. Et dire, ok, j'ai plus qu'un tour dans mon sac maintenant. Puis tout ça, je l'ai appris en le faisant. J'ai jamais eu l'ambition d'être un auteur. J'ai commencé par peur. Et drôle à dire, quand j'ai fini d'écrire, Madame Obama n'a pas marché non plus à Paris. Les gens m'ont demandé, hey, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu t'es fait flouer? Je dis, non. J'étais quelqu'un qui avait peur. J'ai quand même pris la scène, mais maintenant je suis un auteur. C'est là que ça a commencé de dire, j'ai commencé à dire oui à tout. Là. On sait jamais où la vie va nous mener. C'est vrai. Mais on dirait que dans tes 2 carrières dentiste et auteur, c'était des situations un peu plus challengeantes qui t'ont poussé vraiment à faire ces 2 carrières. T'sais, quand tu étais en bord de la faillite,
là, tu avais la situation avec Michelle Obama, c'est comme, on dirait que toi, t'es comme, s'il y a quelque chose de challengeant, ça te pousse à te motiver à réussir. Est-ce que c'est ça? J'aimerais dire non, parce que j'ai été assez éprouvé, je ne faut pas qu'on s'avance comme ça. Ok. Mais oui, je crois que dans la vie, il y a deux émotions principales qui font avancer. En anglais, on dit there's greed and fear. Oui. Et on est ancré beaucoup plus vers la peur que vers la peur du gain. Ouais. Je suis quelqu'un d'ambitieux. Évidemment, je préfère avancer par ambition parce que c'est moi qui provoque les choses. Oui. Dans le cas de la dentisterie, oui, je crois que c'est pas la peur, je crois, c'est l'échec. L'échec, hein. Parce que j'avais plus peur. J'avais plus rien à perdre. J'étais déjà dentiste, j'avais perdu un paquet de choses. Ok. Mais l'idée de prendre l'échec et de l'accepter, ça passait pas. Je crois. Dans le cas de la carrière d'auteur, oui, là, la peur était là, mais la peur était pas une vraie peur. Parce que c'est une peur parce que j'étais ambitieux. Ok. Donc, encore une fois, je sais que la peur fait avancer les gens, mais les gens n'auront pas avancé aussi loin, aussi vite par la peur seulement. Parce que la peur va s'épuiser un jour. Oui. Mais si on est ambitieux, c'est-à-dire que c'est des choses qu'on veut faire, et lorsqu'on a peur, on prend les émotions et on les met dans le bon sens, c'est comme d'avoir le vent dans les voiles. Oui. Non, on démarre, parce que la procrastination, pardon, c'est la pire chose qui arrive, c'est « Oh oui, je vais le faire, mais demain. » Quand on a peur, il n'y a pas de demain, ça on le fait maintenant. C'est vrai. Mais si vous n'avez pas d'ambition, ou une certaine ouverture, dès que la peur est partie, vous n'avez plus de vent. C'est vrai. Quand il n'y a plus de vent, qu'est-ce qui arrive? On sort la rame, puis on rame. Ok. Ouais, c'est en fait, pourquoi est-ce que tu voulais faire 15 000? Pourquoi tu as décidé d'écrire 15 pour... Parce que j'ai échoué. Ce qui est arrivé, c'est qu'au début, que je commençais à écrire, je croyais 2 livres en un mois. C'est comme, yeah. Puis j'ai arrêté. Ok. Je suis tombé sur le chômage et après quelques semaines, je commençais à m'ennuyer parce que écrire, c'était pas si dur. Je me levais 1 à 2 heures par jour plus tôt le matin. Ouais. Puis je prenais ma douche, je commençais à écrire et à 7 heures, j'étais prêt pour ma journée de travail. Des fois 7h30. Ça prenait pas plus de temps, ça prenait juste un peu plus de motivation. Ok. Après avoir écrit 2 livres, le deuxième était plus dur. Le deuxième était dur. Ouais. J'ai pris un break, puis j'ai commencé un troisième livre, un quatrième. Puis ça venait juste parce que les idées venaient. Puis je le pensais. Je trouvais ça intéressant, puis je disais, ça va arrêter bientôt, là, je peux pas écrire à l'infini, ça prend l'inspiration. Ouais. Puis ça traînait. Et après ça, le 5e livre, j'ai rencontré quelqu'un qui était enseignant de médecine dentaire dans son pays. Aujourd'hui, dans notre pays, elle est hygiéniste. Okay. Et ça m'a agacé. Ça m'a agacé le fait que le gros des gens prenaient plaisir à lui arracher ses titres. Puis, j'ai une empathie assez forte. Fait que je me suis projeté dans ses souliers et ça m'a agacé. Je disais, dans une autre vie, ça aurait pu être moi, ça. Ouais. Fait que ça m'a tellement touché que je disais, OK, on va faire un livre sur la médecine dentaire parce que je trouve une façon de lui remettre ses étoiles de général sur les épaules. Okay. Quelqu'un comme elle aurait pu m'enseigner, là. Ouais. Ben, j'ai écrit un livre sur la médecine dentaire, sur qu'est-ce qui étaient les problématiques de la profession. Puis, au niveau de la médecine dentaire et de la médecine, je crois que ça risque d'être l'héritage que j'aurais laissé à la profession en voulant dire merci. Ouais. C'est sûr que j'essaie de rechanger le modèle de la profession au niveau économique, mais si on regarde juste un héritage pur qui n'a pas d'intérêt financier, oui. Il y a des implications financières, mais ça a vraiment été fait de dire cette profession m'a accepté quand je n'avais besoin. Oui. Malgré que j'aurais tout pour ne pas réussir, on m'a laissé la chance de réussir. OK. J'ai écrit Steve. Et le plus drôle encore, je l'ai fait parce que je voulais aider quelqu'un. OK. Après ça, j'ai reçu l'animation de Ernst & Young d'Entrepreneur de l'année. OK. Je devais défendre mon titre, fait que j'ai écrit un livre pour dire qu'est-ce qui se passait. Okay. Fait que de fil en aiguille, j'ai écrit et au bout du 11e mois, j'ai réalisé, hey, ça va bientôt faire 1 an, j'ai commencé à écrire. Et à ce moment-là, j'avais 7 livres. Okay. C'est quand même impressionnant. Oui. Mais je me suis dit, hey, ce serait-tu beau d'en avoir le plus possible, puis essayer d'avoir un record Guinness. C'est comme l'idée m'avait frappé, je trouvais ça l'idée cool. Mais bon, si on y pense, un record Guinness, le Guinness, c'est un prix populaire. Oui. Puis j'aurais un prix populaire d'avoir écrit des livres qui étaient très intellectuels. C'est comme, hey, ça va faire parler, ça. Puis je commençais à trouver l'idée fun de... Mais là, je voulais avoir tant qu'elle écrit le plus haut possible. Puis en tête, je dis, je vais savoir 12 en 12. C'est impossible. 12 en 12, il aurait fallu qu'à ce point-là, j'écrive 6 livres en un mois. OK. Ouais. Fait que j'ai fait mon possible, j'ai écrit 2 livres dans le même mois. Wow. Je me souviens, j'avais écrit Momentum Transfer, qui va sortir bientôt, et The Power Behind the Alpha, qui est déjà en ligne sur Amazon.
Puis ce qui est bon dans The Power Behind the Alpha, c'est que je donne la parole à mon épouse. On est un couple qui a réussi en affaires, mais des gens, des gars comme moi, on embrasse la caméra. Okay. Et mon épouse n'aime pas la caméra, c'est comme, ça fait son affaire. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai poussé, j'ai donné le micro, puis je dis non, regarde, avant qu'on me le reproche, je vais avoir ta version des faits. Qu'est-ce que toi tu as dû vivre? Puis, drôle à dire, on pense qu'on se connaît les gens, on pense qu'on sait des choses. C'est juste qu'est-ce qu'on vraiment, on se donne la peine de pousser, qu'on dit, wow. Ce que j'ai appris à l'écran ce livre, c'est que si moi j'ai du mérite, elle a au moins le double de moi. Parce qu'elle n'a pas la même gloire en avant. Elle a ses propres difficultés, elle a ses propres faiblesses, puis en plus elle parle les miens. En plus, c'était un bel exercice de déclaration d'amour, un bel exercice d'humilité, mais pour nous, ça a été le début d'un refondement d'une relation. Parce que ça m'a permis de remettre les choses en ligne, de comprendre qu'est-ce que mon épouse avait fait dans ma vie. Pour moi. Je dirais pas qu'on a une relation parfaite, mais on a nos propres problèmes de couple. Mais je dirais, après avoir écrit ce livre, ça m'a pris beaucoup, mais beaucoup avant de dire on a essayé, ça ne marchera pas. Ça fait 19 ans qu'on est ensemble, ça fait bientôt 12 ans qu'on est mariés. Mais je crois que je viens de renouveler. Je viens de renouveler cette amitié, c'est ma meilleure amie, ce respect. Et avoir écrit ce livre, j'ai commencé pour avoir encore une liste. Là, je dis, wow, c'était la meilleure chose que j'ai pu faire. Puis, aux yeux des gens, je vais prendre ce mérite-là. Combien de gens vous avez vu, combien d'hommes vous avez vu déclarer son amour à son épouse de 12 ans avec un livre? Parlant d'elle. Pas beaucoup de gens, hein? Pas beaucoup de gens. Puis le pire, mon épouse n'aime pas écrire. En plus. Et n'aime pas paraître. C'est-à-dire que j'ai dû la forcer devant la caméra, l'interviewer, puis le peu de mots qu'elle me donnait, en refaire des chapitres. J'ai écrit tout le livre, elle n'a pas écrit un seul mot. Et son nom vient avant le mien dans le livre. Oui. Fait que j'ai fini le mois de septembre, le mois d'août, qui faisait 12 mois d'écriture avec 9 livres. 9 livres d'écrits sur 12 mois, je trouvais, waouh, c'est beau. Puis ce qu'on fait un montage, ça rend bien, les 9 livres rentrent sur la même page. Mais je voulais plus que ça. Je me dis, je voulais avoir un chiffre rond, 12 en 12, ça aurait donné, mais j'ai manqué. Fait que j'ai commencé à dire, si je peux pas avoir 12 en 12, le prochain chiffre serait 15 sur 15. C'est une farce. J'étais rendu à la fin d'août, 15 sur 15, ça commençait par être une farce, mais j'étais rendu à la fin d'août. Je viens d'écrire 2 livres, et 9 au total depuis un an, pardon. Et je dis, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai conseillé. Ça continue à écrire, Mais là, si je veux avoir 15 sur 15, si on fait les maths, là, ça fait 2 livres par mois sur les 3 prochains mois. Je veux dire qu'au bout du 14e livre, là, je commence à me gratter la tête. Est-ce que je vais vraiment réussir? Je ne sais plus c'est quoi mon prochain livre. Il me reste une journée avant de finir celui-ci, puis je ne sais pas c'est quoi le prochain. Il me reste une semaine et demie avant ma date butoir. Ce matin, c'est confirmé. Le dernier livre qui s'appelle The Force of Nature. Force of Nature, pardon. C'est un livre qui parle des difficultés que n'importe qui peut rencontrer et comment moi je les ai surmontées. Fait que, je l'ai rendu un peu mythique. C'est au lieu de parler de dire j'ai un problème, je sais pas quoi faire, je rentre un mur. Non, on a vu une force de nature. Une force de nature. Ça s'appelle l'inertie. Fait, le fait de jouer un peu avec ces figures a brisé ma routine, m'a permis d'aller plus loin. Et je peux vous dire, il y a eu des hauts et des bas dans ces 2 semaines d'écriture-là. Mais au bout des 2 premiers jours, j'ai écrit, puis je dis, je sens rien à relire ce que j'écris. Puis je le fais lire à des conseillers, dont Brenda. Puis elle me dit, mais Doc, est-ce que ça vaut la peine d'écrire encore 15 et demi? Il me semble que vous avez besoin de repos. C'est la façon de me dire que ce que vous avez écrit, c'est. Là, qu'est-ce que je fais? J'ai gaspillé 2 jours à écrire. Il me reste à peu près 8 jours avant d'écrire mon livre. Puis là, j'ai annoncé sur les réseaux sociaux que je suis en procédure d'écrire un 15e livre. C'est comme, qu'est-ce que je fais? Fait qu'en soirée, je reviens à la maison, puis je sais quoi. Puis souvent, je me lève à 5h pour écrire. C'était jeudi la semaine dernière. Je me lève ce vendredi-là, et on me dit, réveille-toi. Je me dis, oui. Quelle heure il est? Il est 7h, c'est même mon corps m'a dit d'arrêter d'écrire. C'est comme, j'ai perdu mon inspiration. Puis je l'ai pas pris. Encore une fois, je pense que le refus de l'échec, je l'ai pas pris. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à jouer mon téléphone. Puis je sais que j'écris mon téléphone. Fait, je sors mon téléphone, je commence. Puis je dis, ok, là, il faut que je change de concept un peu. Puis j'ai commencé à jouer avec des images. Finalement, c'est la première fois dans ma carrière que le squelette que j'avais écrit pour écrire le livre, je l'ai jeté. Il était encore là, puis je le lisais à chaque jour. C'est pas bon, c'est bon.
j'ai commencé à prendre des images. Fait que toutes les forces de la nature, j'ai essayé de les imager, donner un titre, puis et je suis revenu voir Brenda, je suis assis devant mes yeux, je disais, hey, vous m'écoutez, mon record et mon livre. Comment ça suit, là? Puis, on s'est assis ensemble, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour le rendre bon? OK. Puis elle n'avait pas la réponse, sauf que Brenda, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent et sensible. Ouais. Au bout de 2 heures, on a trouvé des pistes, puis ça commençait bon. OK. Je suis rentré, puis je me dis une chose, okay, si je comptais le nombre de jours, j'écrirais un chapitre par jour, si j'avais 7 chapitres, ça rentrait bien. Puis 7, c'est un nombre mythique. OK. Mais j'avais fait 9 images. Et absolument, j'ai écrit jusqu'à 9 chapitres. Ouais. Mais ce qui est arrivé, c'est que j'étais rendu au 7e jour, je me suis dit chapitre, je me suis dit, non, mes images sont trop belles, je vais encore continuer à écrire. Ce matin, j'ai employé la 9e image. OK. Fait que c'est. Je peux le dire aussi à l'écran, je crois que c'est un de mes meilleurs. Je crois que c'est un de mes meilleurs. C'est lorsqu'on doute ou lorsqu'on ne sait pas ce qu'on doit faire, qu'on se permet de se remettre en question. C'est vrai. Puis je crois que vous savez, quelqu'un qui dit confidence it's sexy. Je n'aime pas le doute. Je suis chirurgien, je n'ai pas droit au doute. Je suis un homme d'affaires. Ma vie au complet est un doute, donc je doute pas. OK. Mais le fait d'avoir cette ouverture, de se remettre en question, Ouais. de se réinventer, Ouais. c'est vraiment là que le génie vient vous frapper. À chaque fois, dans ta carrière, c'est chaque fois que j'étais devant le doute, c'est là que j'ai dû prendre des actes pour me réinventer. C'est vrai. Fait que ce que je dirais à tous les gens qui nous regardent à ce point-ci, si vous doutez, commencez à avoir confiance puis faites quelque chose de votre doute. C'est comme ça que moi j'ai grandi. Confiance. Si vous avez un succès et l'humilité de dire qu'est-ce que je peux faire mieux, ou juste pour le fun, enlever un élément de l'équation puis commencer à douter, juste pour une journée. Chez moi, c'est s'appeler à dire on va dire oui à tout. Je peux te dire, tu m'as pas connu avant, mais je suis plus la même personne. Du tout. Du tout, ouais. Et ma progression est fulgurante. Aujourd'hui, là, après avoir écrit 15 livres, ma carrière d'auteur est marquée à vie. Je pourrais arrêter maintenant d'écrire, puis je ne serais pas. Ouais. Ouais. Je suis un auteur. Ouais. Oui. Alors que ça, un an, c'est tu as écrit un livre. Félicitations. Ouais. Et tu veux te rendre intéressant. À 15, c'est une question de se rendre intéressant, c'est une question de dire c'est quand tu vas tomber. C'est vrai. OK. OK, wow. Fait que ma carrière en tant qu'auteur, elle commence. Ouais. Ça fait un an, même pas un an, mais ça fait 15 mois. Puis j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de choses qui est à découvrir en avant de nous. Oui. Tant que j'ai l'inspiration, je vais écrire, puis on verra où je peux me rendre. Parfait. Tu sais, avant qu'on passe vraiment à la dernière question du podcast, j'aimerais savoir ce que les monde peuvent te contacter, Dr. Bach. Quelle plateforme es-tu? En fait, je suis sur toutes les plateformes que je comprends. OK. Donc, Instagram, Dr. Bach. Bach, c'est B-A-K. Oui. Le même nom sur Facebook et sur LinkedIn, je suis beaucoup plus présent. Sur LinkedIn, je sais pas, je m'associe parce que je pense que c'est des gens d'affaires, Oui. qu'on connecte. Mm-hmm. Instagram, je comprends moins, mais je sais que beaucoup de gens me suivent sur Instagram. Oui. Puis dernièrement, on m'a dit que culture populaire, il y a des gens qui me suivent, puis mes quotes commencent à sortir maintenant comme des jokes. Ben, Brenda m'a dit dernièrement, eux entre amis, on m'a dit qu'il y a quelqu'un qui s'est rasé, puis je disais, t'as rasé pas, ça. Hey, confidence sexy. Je l'ai su hier, c'est comme, wow, pourquoi on m'a jamais dit ça à moi? Fait, non, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est très flatteur. Okay. Ça fait plaisir à entendre de dire que ce qu'on fait peut marquer les autres. Oui. Et puis, tant que ça peut aider les gens, je vais continuer. Parfait. Nous, on va mettre tous les liens pour que vous puissiez rejoindre Dr. Bach. En fait, moi, je vais parler vraiment des MDEX. Où est-ce que tu veux amener MDEX pour les prochaines années? Tu parlais vraiment de quelque chose d'un renouveau qui va toucher quand même l'ensemble de l'industrie des dentistes. MDEX, si je le regarderais, si vous parlez aux visionnaires, aux rêveurs, c'est Ouais. que ce qu'on cherche à faire, c'est de redéployer le modèle dentaire. Okay. On s'était rencontré la première fois là-dessus, je me posais la question. Oui. Il faut comprendre que la profession dentaire est une belle profession. Oui. Par contre, il y a diverses choses qu'on doit savoir. La première, c'est qu'on est la profession, ou une des professions les plus touchées par le taux de dépression et de suicide. Oui. C'est heavy. Et les statistiques sont assez les mêmes depuis après les derniers 80 à 100 ans. OK. C'est un problème que personne ne s'occupe. Ouais. On ne sait pas d'où ça vient, on a des hypothèses, mais vu qu'on n'a pas de choses réelles, ce que je me dis, c'est que ça va juste arriver la prochaine fois que quelqu'un va se suicider, puis on va dire « Oh, on l'a pas vu venir. » OK. C'est un problème systémique, c'est systématique. Bon. Maintenant,
Deux stats que je vais partager avec vous, c'est qu'en médecine, vous allez voir que 80% des actes médicaux ont lieu actuellement à l'extérieur des salles opératoires. La plupart d'entre nous sont les chanceux, on ne verra jamais une salle d'opération de vie. OK. Ben, en médecine dentaire, 85% de vos contacts avec votre dentiste ont lieu dans une salle d'op. Ouais. On est de la médecine. C'est vrai. J'ai ma propre hypothèse, mais on comprend pourquoi les gens n'aiment pas aller chez le dentiste, peut-être qu'on a le droit de trouver de sa gâchette. Et chez le dentiste, je ne ris pas de la profession, mais c'est basé comme ça. Autre chose, si on regarde maintenant les ratios, il y a toujours à peu près un ratio de 10:1 en termes de médecins et salle opératoire. Dans les meilleurs endroits, ça tombe à 7:1. OK. Dans les pires, c'est 15:1, puis ça monte tranquillement. Ouais. Bon, en médecine dentaire, partout où on regarde les yeux, dans les heures de pointe, il y a à peu près 3 salles opératoires disponibles par dentiste. OK. Et si on sort les heures de pointe, ça monte en flèche. Fait encore une fois, est-ce que vous pensez qu'ils payent pour tout le gaspillage de salle opératoire? Nous tous. Ouais. Autant le dentiste, qui doit payer son équipement, que les patients qui payent la moyenne de ce que ça coûte à opérer. OK. Il y a un gaspillage certain. Puis ce matin, on s'est rendu compte d'une chose aussi, c'est qu'il y a un troisième facteur qui arrive, c'est qu'on vit dans une population où la pyramide est inversée. Le recrutement de staff est de plus en plus difficile. Oui. Fait que si vous avez un réseau énorme à déployer et qui prend de la main-d'œuvre et avec un gaspillage, et la main-d'œuvre n'est pas disponible, qu'est-ce que vous faites? C'est une question de temps. Aux États-Unis, ils l'ont compris. Ouais. Le recrutement des dentistes se font à plus de 55%. Les taux de pratique se font sous une certaine association. OK. Au Canada, on est autour de 5 à 10%. Mais il y a un rattrapage certain qui va arriver parce qu'on a les mêmes problèmes qu'eux. OK. Et l'idée d'Amdex, c'est de dire qu'est-ce que je peux faire pour commencer à briser l'isolation, à mettre en commun des ressources, à créer une communauté de gens qui vont partager. Oui. Et au lieu de jalouser. Le modèle d'affaires est très différent. C'est quelque chose que si moi, j'avais eu la chance d'acheter quand j'ai gradué, je l'aurais fait. Parce que ça m'aurait permis d'être dentiste et cinéaste en même temps. Okay. Ou presque. Ouais, fait qu'on essaie de faire quelque chose que moi, j'aurais aimé avoir. On l'a poussé plus loin parce qu'on a plus de ressources aujourd'hui. Oui. Fait que ça, c'est le modèle philosophique sur la profession. On a basé le modèle sur la recherche du bonheur de chaque dentiste et avec un modèle économique qui fait en sorte que pour le temps que les gens vont mettre, c'est le meilleur deal au niveau économique que les gens vont avoir. Par contre, il y a un minimum. Il faut que vous soyez un patron. Il faut que vous vous présentez, il faut que vous travaillez. Okay. On ne peut pas juste dire ça ne peut pas travailler. C'est comme n'importe qui. Ouais. Ça, c'est le côté philosophique. Si on regarde le côté plus terre à terre. Oui. Index, à ce point-ci, si tout va bien, on devrait prendre l'échelle canadienne au cours des 5 prochaines années. 5 prochaines années. Présentement, les chiffres se situent à près à 60 points d'installation. Et c'est un projet qui, dès que le marché va comprendre ce qu'on est, risque de changer le visage de la médecine dentaire. Et vu que beaucoup d'entre nous consomment la médecine dentaire, risque de changer le visage du monde. Parce que, pensez-y, là, on est rendu extrêmement avancé auprès de tout, là. Nos téléphones, on peut tout faire. Et la seule fois où on nous amène en arrière, dans le passé, pour la part d'entre nous, c'est quand on se présente chez le dentiste. Ça coûte cher, c'est un mal obligatoire, et puis là, wow, on dirait qu'ils n'ont rien changé depuis une couple de temps. Ok, mettre un écran au mur, peinturer un peu et une lumière au bout de l'appareil. Oui. J'ai pas pu réinventer la roue. Seulement, je veux dire, si je peux réduire ce contact-là, puis dire, en dentiste, bonjour, comment ça va, puis on peut se parler comme ça, ça vient de changer la donne. La confiance va se créer, et votre expérience va changer, peut-être aussi le stress va changer. Je sais que chez la population de dentistes, on a l'espoir de dire qu'après avoir enlevé ce genre de stress, le taux de suicide va peut-être aller dans le bon sens. OK. Peut-être qu'ils vont pouvoir l'effacer. L'ambition que j'aurais, c'est 10 ans d'Index aurait coupé les taux de suicide de 50%, c'est comme... Okay. Mais je ne suis pas rendu à pouvoir vous le dire. Et en tant que patient, tout ce que je vous dis, puis je vous dirais, venez le tester, là, pourquoi ça n'a pas été fait avant? C'est presque aussi simple. C'est juste qu'il y avait des balises en profession qui nous empêchaient de le faire. Okay. Puis il a fallu que quelqu'un se lève. L'espoir que je porte ici, c'est l'espoir d'être utile à mes pairs, à la profession et aussi à l'ensemble des gens. Pour quelle raison ils vont dire, parce qu'il veut donner riche. Ouais, je m'attends à ce que si ce que je fais fonctionne, oui, je suis payé en conséquence. Oui. Mais principalement, c'est parce que j'en dois à cette profession. On m'a accepté alors que je n'avais besoin, je cherche mon identité. Ouais. Et puis, même après que j'ai eu des rêves d'échouer, on m'a encore laissé la chance. Ouais.
Et à chaque jour, les patients m'ont fait confiance, malgré que j'étais du lot pour... Oui. Pensez-y-le. J'ai une pose aux couleurs. Oui. Je suis un rebelle parce que je suis un cinéaste. Pas un cinéaste, mais un entrepreneur. Oui. Et en plus, je suis un cinéaste déchu. Je sais pas trop la tête là. Et on reste travailler dans certains milieux francophones, on parle beaucoup. Oui, oui. Fait que dans le fond, j'ai beaucoup d'handicap. Puis malgré ça, les gens m'ont embrassé. Même dans le milieu anglophone, on m'a embrassé. Ce que je dis, c'est que si vraiment il y a une façon pour moi de changer la donne pour tout le monde, je me devais de le faire. OK. Pour dire merci, pour dire qu'on n'a pas juste rentré quelqu'un qui avait besoin. Maintenant que j'en ai pas, que je suis bien, je ne veux pas dire que j'en ai moins besoin, mais je vois le potentiel, je vois ce que je peux faire, c'est presque un devoir de le faire. OK. Et c'est ça qui m'anime. Parce que les gens m'ont posé la question, pourquoi je risque tellement maintenant à faire ça? Je pourrais très bien continuer à faire ce que je fais, où je suis reconnu, je suis positionné. Mais d'un, il manquait un défi, mais je crois que je ne me serais pas pardonné d'avoir vu un homme qui pourrait changer la vie de beaucoup de gens, oui. puis de ne pas le faire. OK. Pendant que tu nous as dit que tu avais signé pour Disney, mais j'ai l'impression que tu as signé pour la vie. J'espère que tu te trompes. J'espère que tu te trompes. C'est un long contrat. Merci beaucoup, Dr. Mac. J'ai apprécié toujours un plaisir. Et ceci conclut notre entrevue. Merci d'avoir écouté et de regarder ces podcasts.